Bonjour et bienvenue pour ce talk autour de Spinnaker. Donc ça va être un peu sportif. Qui connaît déjà le produit Spinnaker? Une personne. Qui sait ce que c'est qu'un Spinnaker? En voile, bien sûr. Un peu plus. Donc on va peut-être orienter ça technique et pas voile. Donc ce que vous allez voir aujourd'hui, on va voir le projet et le contexte dans lequel nous travaillons. On va voir ce que c'est qu'un déploiement old school, ce que j'appelle old school. On va décrypter un petit peu les concepts autour du continuous delivery et autres. On va aller d'une intégration continue à un déploiement en continu. Vous avez vu, il n'y a pas de Spinnaker au début, mais on va parler des origines du Spinnaker, d'où ça vient, quelle est l'architecture autour du Spinnaker, qu'est-ce qui a été mis en place, et on va essayer de voir Spinnaker en action si la démo fonctionne. Mais bon, sinon je peux parler de Spinnaker en voile parce que je connais bien le sujet également. On va voir les challenges qui nous restent à relever autour de Spinnaker et de sa mise en place dans notre contexte. Alors le projet, le contexte, si vous reconnaissez là, c'est Bordeaux, donc moi je viens de Bordeaux, et je travaille dans un des immeubles qui est visible ici. Donc je suis Stéphane Lagrelay, je remplace Jérémy Mont-Saint-Jean qui était écrit sur votre programme, mais qui a eu d'autres obligations. Donc je l'ai remplacé au pied levé. Je suis IPON depuis 2013. Voilà mon GitHub et mon Twitter. Je code depuis assez longtemps pour avoir lu ce bouquin au début de ma carrière. Mais heureusement, j'ai réussi à évoluer et maintenant je lis plutôt ce genre de bouquin. Donc je fais partie de la société IPON, que certains d'entre vous connaissent, donc fondée par un ancien champion de judo, qui a à peu près 220 collaborateurs. On est à Paris, Nantes, Bordeaux, et depuis il y a 2 ans aux États-Unis. Et on vient d'ouvrir une agence à Melbourne. Et évidemment, comme tous les autres, on recrute. Donc le projet dans lequel nous travaillons, bon, je ne peux pas citer mon client, peut-être ça va m'échapper, à un moment donné je vais vous le citer, mais bon, c'est un grand site de e-commerce français, basé à Bordeaux. Quelques indices. Donc je travaille sur une component team en charge du moteur de recherche d'un site de e-commerce. Donc 2015, on a mis en place un ensemble de microservices autour du moteur pour alimenter, interroger, superviser les composants du moteur. On a aussi mis en place une plateforme d'intégration continue parce que historiquement c'est un client .NET, donc il va être full .NET et pas du tout de choses pour faire du Java. Donc on a mis en place une plateforme que je vous présente tout à l'heure. 2016, ouais, c'est cette année, consolidation de l'architecture avec Spring Cloud. On a commencé à utiliser des microservices sur la base qu'on avait déjà expérimenté au niveau du search dans d'autres équipes. Ensuite, on a mis en place, enfin en tout cas avec l'exploitation, il y a un cluster Mesos Marathon qui a été mis en place. Et donc l'objectif de cette fin d'année et de 2017, c'est de généraliser l'architecture de microservices au sein de tout le client, que j'ai failli citer, et mettre en place une plateforme de déploiement en continu, et c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Donc les déploiements old school. Bon, certains d'entre vous verront la référence, on en parlera après. Traditionnellement, et là dans mon contexte client c'est le cas également, c'est un long chemin pour arriver à la production. Donc on va faire le développement, on va faire la recette des développements, on va faire le merge des développements éventuellement, il y a une branche de release. On va construire le package, on va livrer en pré-production, on va faire des tests de non-régression, éventuellement dans un pays tiers. On va faire une livraison en production enfin. Alors là, c'est la grande cérémonie où tout le monde se réunit à 6 h du matin et on fait la livraison en production. Voilà. Et le lendemain, on fait les astreintes pour réparer tout ce qui a été cassé. Donc généralement, ça c'est le plan de vue de la direction, c'est hyper beau, ça se construit progressivement. Mais en fait, dans la vraie vie, des fois, c'est comme ça. Donc ça nous est arrivé pas plus tard que la semaine dernière. Donc, tout est cassé et on passe la journée à essayer de réparer. Donc les difficultés du modèle, vous l'avez compris, il y en a quelques-unes. C'est un cycle assez long. Il y a beaucoup d'opérations manuelles, même si on essaie d'automatiser au maximum pour aller plus vite, eh bien il reste des opérations manuelles, ne serait-ce que les tests de non-régression souvent. Il y a une équipe dédiée, en tout cas dans mon contexte pour un site assez grand, il y a une équipe qui s'appelle l'équipe Delivery et qui fait ça, à plein temps.
Il y a un partage de responsabilité, c'est-à-dire on donne la responsabilité à d'autres équipes de livrer notre code. Il y a beaucoup de changements qui partent en même temps, donc en production. Donc c'est difficile de savoir ce qui a fait casser quelque chose. Alors pour l'anecdote, ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est tout d'un coup le moteur ne répondait plus correctement. Donc ils ont dit c'est l'équipe moteur, sauf qu'on s'est aperçu après que c'était un composant qui appelait le moteur de manière intensive, beaucoup plus qu'avant. Donc ça c'est assez difficile à détecter. Évidemment un fort risque de régression, comme on l'a régulièrement. Et les tests de non-régression sont assez coûteux. Et ça c'est l'image DevOps qu'on a régulièrement. Le développement poussé par le métier veut du changement, et côté Ops, ils aimeraient bien qu'on ne livre jamais en production, comme ça tournerait toute l'année, et ils ne seraient pas réveillés la nuit quand il y a des problèmes. Les concepts. Donc on va parler de DevOps et d'autres concepts autour de cette philosophie-là. Alors Continuous, qu'est-ce qu'il y a dans Continuous? Il y a Continuous Integration, donc ça on a déjà pas mal parlé dans d'autres talks, y compris ce matin avec Jenkins. Donc ça, c'est un concept qui est assez maîtrisé dans les équipes de développement, je ne vais pas m'étendre dessus. Le Continuous Delivery, ça c'est la façon, enfin en tout cas une manière de préparer un package pour qu'il soit livré en production et le maximum d'étapes automatisées. Et la distinction qu'on peut avoir avec le Continuous Deployment, c'est que là, c'est complètement automatisé et toute l'usine, tous les pipelines jusqu'à la production sont automatiques. Donc à partir d'un commit jusqu'à la mise en production, sans qu'il y ait aucune intervention humaine. Donc souvent, on va avoir quelques prérequis. Et là, on va avoir besoin d'une infra qui est beaucoup plus automatisée qu'aujourd'hui. Donc l'infrastructure, IaaS, IAC, vous savez ce que c'est? Infrastructure as a service et infrastructure as code. Donc infrastructure, elle doit être standardisée, assez systématique, automatisé au maximum, à la demande, donc avoir une possibilité de créer des machines rapidement, et souvent immutable. C'est-à-dire une fois qu'on a déployé une machine, on ne doit plus y toucher. Même si on veut dire changer la configuration, non, on crée une autre machine. Donc souvent, ça va s'appuyer sur des gestionnaires de cloud et de conteneurs, qui vont permettre d'avoir une tolérance aux pannes, c'est-à-dire que par exemple un nœud tombe, tous les services qui étaient prévus sur ce nœud, ils vont passer sur un autre nœud, et ils vont aussi assurer une scalabilité. Enfin, certains vont assurer une scalabilité, c'est-à-dire on va dire à partir d'un certain level de CPU, tu me spawns d'autres machines pour encaisser la charge. Donc là c'est le modèle, je ne sais pas si vous voyez bien tous ces gens qui travaillent ensemble, mais qui vont se transmettre l'information au fur et à mesure. Donc j'écris le code, je passe à la personne qui va déployer le code en test, qui va après tester le code, etc., etc. Donc il y a plein de gens qui sont impliqués dans la construction d'un projet, et la responsabilité finalement elle est diluée parmi toutes ces personnes-là. C'est moi, non c'est lui, non c'est l'autre. Donc il y a toujours un problème. Et l'idée c'est que l'équipe de développement elle est centrale. Elle écrit le code, elle le déploie, elle le teste, et elle le livre en production. Voilà, l'autonomie des équipes. Ça, c'est vraiment le principe de DevOps. Si votre entreprise met en place une équipe DevOps, méfiez-vous, il y a un problème. Donc, là, je vais passer assez rapidement sur les caractéristiques microservices qui nous aident à arriver à automatiser au maximum notre livraison. Donc, l'intérêt des microservices, c'est qu'ils sont autonomes et indépendants. Ça c'est plutôt autour des équipes, on va essayer la responsabilité autour d'un produit et pas d'un projet. Donc une fois que le projet est fini, généralement on s'en débarrasse et on le met à la MCO. Là non, on le maintient selon tout son cycle de vie. On le maintient en production. Ça c'est un terme que je n'ai pas réussi à traduire, mais bon, vous allez peut-être le traduire pour moi. Smart Endpoints and Dump Pipes. L'idée c'est de ne pas reposer sur un USB. L'intelligence elle est dans les services, elle n'est pas dans les tuyaux. Donc on balance des messages dans des tuyaux, c'est juste du routage de messages qu'on va s'échanger entre les différents pans du SI. Voilà, c'est par opposition aux USB, comme un pipe Unix en fait. Ça transmet que de la data entre quand on fait un pipe grep, voilà, on a juste du texte qu'on va après interpréter. Il y a une gouvernance décentralisée, chaque équipe est assez autonome sur ce qu'elle fait, le découpage de ses services, etc.
Une persistance polyglotte au sens où on va pouvoir choisir la base de données qui est adaptée à son équipe. Voilà, s'il y en a besoin de relationnel, ils vont prendre du relationnel. S'ils veulent du NoSQL, ils prennent du NoSQL, etc. On va essayer d'avoir des services qui sont au maximum tolérants à la panne. On va utiliser des patterns comme des circuits breakers, etc. pour qu'ils soient solides, ces services, et qu'ils puissent tomber et être redémarrés rapidement. On va souvent parler de Cloud Ready Apps. Donc c'est des applis aussi qu'on va avoir facilement déployées sur le cloud. Et là, c'est ce qui nous intéresse le plus, une infrastructure totalement automatisée. Donc de l'intégration continue jusqu'au déploiement en continu. Donc ça, c'est un cycle de vie classique d'un microservice. On va partir du code qu'on dépose sur un code repository. Une intégration continue qui va construire des artefacts. Là, je n'ai pas dit que c'était du Docker ou des jars, enfin, on sait ce qu'on veut. Finalement, c'est un repository d'images. Ensuite, le continuous delivery va servir à déployer sur tous les environnements. Donc là, j'ai mis tous les all hands. On peut imaginer que l'intégration continue s'occupe de la plateforme de dev et d'intégration et que Continuous Delivery s'occupe de tous les autres environnements jusqu'à la production, quel que soit le nombre que vous avez chez vos clients. Et ensuite, un monitoring tool, un Agios, un Zabbix, ce que vous voulez, qui va monitorer la production, enfin les autres environnements également, mais surtout la production, pour savoir si votre système il est en bon état. Alors, déploiement en continu, c'est quoi ? C'est un logiciel ou service construit avec un cycle de vie défini, c'est-à-dire c'est reproductible. L'équipe, son objectif principal, c'est d'avoir toujours un logiciel déployable, un service déployable, plutôt que de développer de nouvelles fonctionnalités. Si le build est cassé, c'est un stop de line. Il faut vraiment qu'en permanence, on soit capable de livrer en production. Donc on va souvent développer aussi sur la main branch. J'y reviens pas. Retour rapide et automatisé sur le système en production, ça je viens d'en parler, c'est le monitoring, ça il faut qu'il soit fiable également, il faut qu'il nous donne toutes les métriques possibles pour analyser les problèmes. Et l'idée maîtresse, c'est de pouvoir déployer en une seule action n'importe quelle version de notre application dans n'importe quel environnement, que ce soit recette, pré-production, production. Quels sont les gains quels sont les prérequis en termes d'organisation dont on a besoin? Donc ça, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une philosophie DevOps, une proche relation de collaboration avec tous les acteurs impliqués dans la livraison. Pareil, j'ai un autre client où l'équipe de livraison, elle n'est même pas située dans les mêmes bâtiments, elle n'est pas dans la même région, c'est hyper compliqué de gérer ça avec eux. Ne serait-ce qu'en termes de discussion, c'est compliqué. La qualité, elle est intégrée dès la conception, dès la réalisation du produit, en fait. On accentue les tests unitaires, tests d'intégration et bench pour les performances. Et une automatisation poussée de tous les processus qui permettent de livrer en production. Voilà, donc on n'a plus de silos, des équipes autonomes. Donc c'est un long chemin pour arriver là, mais c'est l'objectif qu'on doit avoir quand on veut faire du déploiement en continu. Et quels sont les gains qu'on a dans ce déploiement en continu? Déjà, on a des déploiements à faible risque. C'est one change at a time. Donc on va savoir qu'est-ce qui a provoqué cette régression. Tout à l'heure, je l'ai dit, on livre énormément de choses, donc on ne sait pas d'où vient la régression finalement. Des fonctionnalités vraiment terminées. Vous allez pouvoir dire à votre métier, c'est livré et c'est livré en production. C'est pas livré en recette et ça sera livré en production dans 3 mois parce qu'il y a une batterie de tests de non-régression qui prend 3 mois. Il y a un feedback du coup utilisateur rapide. Par exemple, ils vont pouvoir lancer leur test AB directement en production suite à votre signal. Un time to market réduit, forcément, on n'est pas en train d'attendre, parce qu'en plus il y a pas mal de pertes de temps entre le moment où on livre en recette et où on livre en production sur des cycles assez longs. Une meilleure qualité, généralement, c'est un peu lié au déploiement à faible risque dont j'ai parlé. Des coûts réduits, finalement, parce qu'il n'y a pas toutes ces équipes intermédiaires qui vont finalement apporter de l'adhérence à ce cycle. Et des équipes plus satisfaites. On a vraiment gagné quelque chose. On va parler d'intégration continue. Ça, je l'ai piqué à CloudBees, c'est assez, ça me plaisait bien. Même si on n'utilise pas forcément tous leurs produits. Donc ça, c'est notre intégration continue, on va dire c'est assez classique. On compile avec Jenkins, les sources qui sont dans Git. On pousse des jars dans Artifactory et on les envoie dans des Docker qu'on livre sur Mesos à l'aide de Marathon.
On publie aussi la documentation d'un Nginx à partir des ASCII docs qui sont dans le code et qu'on rend searchable avec Elasticsearch. Bon, vous allez me dire, c'est pas mal. Finalement, est-ce qu'on doit faire le déploiement en continu avec cette usine logicielle? Bien, nous, on estime que non, et on préfère, ou en tout cas on privilégie l'option d'utiliser Spinnaker pour faire les déploiements en continu. Alors pourquoi? Parce qu'on trouve que l'intégration continue, pour faire du déploiement en continu, elle a des limites. Et c'est aussi un peu le principe des microservices, c'est faisons une chose et faisons-le bien. Pour nous, elle est faite pour construire des artefacts, elle le fait bien, donc il faut qu'elle continue à faire ça, et qu'elle ne s'occupe pas finalement d'autre chose. Parce qu'en fait, il n'y a pas de gestion de provisioning de machines, ou alors il faut le coder. Il n'y a pas de gestion de répartiteur de charge, donc on ne va pas pouvoir faire du déploiement progressif et piloter les load balancers avec l'intégration continue. On ne gère pas les réseaux, on ne gère pas le déploiement multi-data center. Enfin, en tout cas, c'est compliqué à mettre en place, tous ces outils. Et les stratégies de déploiement, donc Blue Green, Canary, ce genre de stratégies, elles ne sont pas gérées nativement non plus par ces outils. Donc là, ça c'est la référence à la voile, on est prêt à envoyer le SPI. On a passé la bouée, on y va. Donc le choix de Spinnaker pour nous, c'est un outil complet de déploiement en continu. Donc vraiment, il va gérer tous les aspects, bon, vous allez voir tout à l'heure. Et il a des objectifs assez larges. Donc il a évidemment l'objectif de rendre les déploiements sûrs et vérifiables. Et il a aussi l'ambition de devenir le standard des outils de déploiement. Donc c'est pour ça que pour moi, il faut s'y intéresser vraiment maintenant. Il n'a pas de lien avec un seul fournisseur de cloud, on va le voir, il est multi-cloud. Il permet d'accélérer les déploiements pour les rendre plus atomiques, toujours dans l'objectif de one change at a time, c'est-à-dire voilà, il faut vraiment aller le plus vite en production. Il a l'ambition de proposer plusieurs stratégies de déploiement, je viens de le dire. Un retour rapide sur une version précédente, on a un one-click rollback, voilà, c'est simple. On n'est pas 15 autour de la table en train de se demander pourquoi on n'arrive pas à revenir en arrière. Aucune interruption de service, vraiment déploiement progressif. Automatisation de la gestion des ressources. Et aujourd'hui, il est utilisé par Netflix pour déployer plus de 3000 fois par jour en production. Voilà. Et Spinnaker lui-même est livré une trentaine de fois par jour par Netflix, avec l'architecture qu'on va voir tout à l'heure. Donc, quelles sont les origines d'un Spinnaker? Bon, ça, c'est pas moi, hein, mais c'était assez beau comme image. Avant Netflix, depuis 2012 à peu près, jusqu'en 2014, ils avaient Jenkins, ils avaient un outil interne qui s'appelait Mimir, et Asgard, qui permettait de gérer toute la partie AWS. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais Netflix a l'intégralité de ses applications sur le cloud, et en particulier sur Amazon. Donc ça, c'était l'ancienne interface, qui est un peu liée à l'ancienne identité Netflix. Et en 2015, courant 2015, ils ont décidé de réécrire leur outil de livraison en production, parce qu'en fait, ils se sont aperçus que tout le monde utilisait Asgard, mais chacun avait sa stratégie de déploiement un peu différente. Donc ils ont repris les concepts existants qu'ils avaient sur Asgard. Ils ont fait une initiative entièrement open source, pas dès le début, mais assez rapidement. Ils ont réécrit complètement tout ce qu'ils avaient en architecture microservice, puisqu'ils maîtrisent bien l'archi microservice, donc ils se sont dit, tiens, on va le faire en microservice également. Donc c'est des services qui sont déployés sur Spring Boot et qui sont développés en Groovy. Ça va gérer le multi-cloud. Et ils ont réussi à amener des partenariats autour de cette initiative open source. Donc il y a Google qui est allé assez tôt dessus pour faire, enfin on va voir tout à l'heure sur quel cloud il propose. Microsoft également a mis un effort de développement là-dessus, et Pivotal pour Cloud Foundry. Donc ça, c'est l'adoption de Spinnaker au sein de Netflix. Donc on est parti là, je ne sais pas si vous voyez, mais ça commence en avril, et jusqu'en novembre. Donc il y a eu un pic en juin à peu près. Il y a dû y avoir des managers qui ont dit vas-y, utilise ça. Et ils en sont arrivés à 87% d'utilisation de Spinnaker pour livrer en production, en partant de 11% là. Donc ça a été assez rapide, ça a prouvé que ça avait vraiment une utilité pour eux. Donc, quel est l'état de Spinnaker en 2016? Donc il y a un site qui est spinnaker.io que je vous invite à consulter. C'est open source depuis novembre 2015. Donc il y a un support complet de AWS, forcément, vu que c'est Netflix, de Google Cloud Platform.
On va le voir sur la démo tout à l'heure que j'ai fait sur Google Cloud Platform. C'est vraiment très bien intégré. Depuis peu, il y a un support de Kubernetes et de Titus. Alors ça, je pense que ça va intéresser personne parce que c'est pas encore open source. C'est utilisé qu'en interne chez Netflix, mais il y a beaucoup de développement dessus. On le voit dans les commits. Et en développement ou test, ça il faut regarder à chaque fois, c'est pas toujours feature complete. Sur Azure, sur OpenStack et sur Cloud Foundry. Je sais que Cloud Foundry, ils ont fait des démos. OpenStack, ils ont dit il y a 4 jours que ça marchait. Donc si vous êtes sur une de ces plateformes, bah, vous pouvez essuyer les plâtres et tester. Donc l'architecture de Spinnaker. Ça, c'est pour l'anecdote, c'est la Spinnaker Tower à Portsmouth, en Angleterre. Alors ça, c'est un workflow complet de déploiement. Donc on va avoir toute la première partie qui est sur votre CI. Donc là c'est Jenkins, mais ça peut être Travis, CircleCA, etc. Et la responsabilité de Spinnaker, elle commence à partir du moment où le build est fait et il y a un trigger qui déclenche Spinnaker. Donc Spinnaker, il va faire un bake, c'est-à-dire il va construire une image, il va la déployer et ensuite il va détruire les anciennes instances. Donc c'est un modèle où on va construire un build candidate qu'on va déployer en test. Ensuite, une fois que il y a un jugement qui peut être soit manuel, soit automatique, et après on va livrer en production. Voilà, en utilisant les stratégies dont j'ai parlé tout à l'heure. Comment ça va se concrétiser? En fait, ça va être sous forme de pipeline. Un pipeline, il y a une configuration, des triggers, je viens de le dire. Donc là, j'ai parlé de Jenkins, ça peut être un commit Git, ça peut être un Docker push. Donc il y a plein de triggers qui existent qui permettent de déclencher le pipeline, l'exécution du pipeline. Et ensuite, il y a un certain nombre d'étapes, donc qui sont soit automatiques, soit manuelles. Donc ils sont listés là, enfin il y en a plein d'autres, mais on va généralement piloter les serveurs sur la plateforme de cloud. Donc on va créer des instances, on va détruire des instances et déployer les artefacts dessus. Et l'enchaînement des pipelines permet de faire un workflow complet de déploiement. Donc on va le voir tout à l'heure, on peut avoir un workflow qui va déployer en test, un workflow qui va tester ou enchaîner plusieurs tests d'intégration de non-régression, et ensuite le pipeline qui va déployer en production. Donc, quels sont les concepts de Spinnaker? Là, c'est des concepts qui sont agnostiques, c'est-à-dire qui vont proposer une abstraction par rapport à votre cloud. Parce que souvent, en fait, Amazon ne va pas avoir la même abstraction que GCP ou que Azure. Donc, l'unité de base, c'est un server group qui va avoir un load balancer, un security group, un type de machine, une capacité. Donc ça, c'est ce qui est représenté dans le schéma. Ensuite, on va regrouper ces serveurs groupes sous forme de cluster. Donc c'est la vue logique d'un groupe de serveurs. Et ensuite, l'application va avoir cet ensemble de clusters. Donc on va avoir tout le cycle du test à la production. Donc ça, c'est une vue globale de Spinnaker quand on l'installe sur Google Cloud Engine. Donc on a l'interface web qui permet d'avoir un accès à Spinnaker, qui va être connecté au Jenkins, qui est lui aussi lancé sur Compute Engine. Et en dessous, on a des systèmes de stockage, à la fois Redis et le Cloud Storage. Donc on va voir, après, tout ça c'est pluggable, c'est-à-dire on peut changer de moteur de persistance de Spinnaker. Donc maintenant on va faire un focus sur Spinnaker lui-même, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, est en microservice. Donc il y a plein de microservices à l'intérieur de Spinnaker. Donc je vais les lister rapidement. Deck, c'est l'interface utilisateur qui est en AngularJS. Gate, c'est une gateway à l'accès des services. Donc c'est les seuls composants qui sont accessibles de l'extérieur. Ensuite, on a notre ami Igor qui parle avec Jenkins ou avec d'autres CI. Echo qui fait le bus entre tout le monde. L'orchestration avec Orca. Front 50, il stocke les données. Roscoe, il construit des images avec Packer. Rush, ben, il a disparu, tristement. Cloud Driver, il sert justement, lui, à piloter tous les clouds. Donc il y a une implémentation, si vous regardez le source de Cloud Driver, il y a Cloud Driver Google, Cloud Driver AWS, etc. Donc ça, c'est la vue intégrée à Netflix. Ils ont encore d'autres microservices qui s'appuient dessus. Bon, je passe rapidement parce que c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Ensuite, il y a quelques extensions à Spinnaker.
Donc il y a Halyard qui essaie de simplifier le déploiement de Spinnaker, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même assez compliqué à mettre en place. Je vais en parler un peu plus tard. Et ensuite, on a Formast. Alors aujourd'hui, dans Spinnaker, l'ensemble des pipelines, ils sont créés à la main. Donc c'est un peu comme avant dans Jenkins, on cliquait, on clique, et on a créé un pipeline. Sauf que quand on a 100, 200, 300 microservices, c'est un petit peu répétitif, surtout si tous les pipelines se ressemblent finalement. Si on applique des bons principes et qu'on va toujours à peu près de la même manière en production avec ces services, c'est un peu gênant de les réécrire à la main à chaque fois. Donc là, Formast, c'est un outil qui est proposé par Gogo, enfin c'est open source, et ça permet d'automatiser la création des pipelines. Et qui connaît Chaos Monkey? Qui l'a déjà utilisé? Ouais. Donc Chaos Monkey, c'est un outil qui est développé par Netflix aussi, et qui permet de détruire des instances en production. Donc pour l'anecdote, c'est une fois ils ont eu une grosse panne sur un des serveurs, enfin en tout cas un data center d'Amazon, et ils ont perdu tout le trafic là-dessus. Donc ils ont décidé, ils n'ont pas réussi à basculer sur d'autres services, sur d'autres régions d'Amazon. Donc ils ont décidé qu'en permanence en production, ils allaient tuer des instances en journée généralement, pour savoir s'ils étaient résilients et qu'ils n'allaient pas avoir des astreintes dans tous les sens. Donc ils ont entièrement réécrit Chaos Monkey cette année en Go. Et maintenant, c'est intégré à Spinnaker. Donc Spinnaker, on va mettre des stratégies de destruction des instances en production. Donc on va les scheduler, etc. Et le moment que vous attendez tous, la démo. Donc en démo, qu'est-ce qu'on va faire? On va montrer une application, toute simple, je vous rassure, qu'on va déployer en test. On va valider que cette application en test est bonne, et on va promouvoir l'instance en production. Donc on va trouver l'image, on va récupérer l'image sur la plateforme de test, et on va la déployer en production. Voilà, en utilisant une stratégie red-black. Vous connaissez? Vous connaissez blue-green? Ouais. Bon, c'est la stratégie, eux ils l'ont renommé Red Black parce que c'est les couleurs de Netflix, mais Blue Green, c'est on va créer la nouvelle instance de serveur, on va créer un certain nombre de serveurs égal à l'existant, et on va juste garder les autres en désactivé, le load balancer va faire le switch, et s'il y a un souci sur la livraison qui vient d'avoir lieu, à partir d'un simple changement de load balancer, on va rebasculer sur les anciens serveurs. Voilà, c'est assez simple. Et maintenant, je vais montrer à quoi ça ressemble. Est-ce que vous voyez bien? Ouais. Donc ça, c'est l'interface de Spinnaker. Là, j'ai une seule application sur le Spinnaker qui est une application spécifique pour aujourd'hui, qui s'appelle DevFest. Donc quand je vais aller dans cette application, on a un certain nombre de choses qui sont fournies. Donc c'est que des abstractions, mais qui sont liées à mon infra Google. Donc là, par exemple, j'ai mes security groups qui vont correspondre au serveur que j'ai déjà déployé. Okay. Et chaque fois que je clique ici, donc l'interface permet d'avoir des filtres ici à gauche. C'est toujours un peu le même principe, donc il y a des security groups. Et là, on va voir quels sont tous les paramétrages de ces security groups, et on va pouvoir faire toutes les actions dessus. Donc, dans la majorité des cas, en fait, on n'a pas besoin d'aller sur la Google Console. On peut faire la majorité des actions à partir de Spinnaker. Donc là, on voit les port range, et on a quand même un accès direct. Là, on peut cliquer, et en fait, ça va nous basculer, je ne sais pas si vous voyez l'URL, là, mais ça va nous basculer sur la console Google, ou Amazon, ou etc., pour voir les logs de ce qui se passe sur ce security group. Ensuite, on va créer les load balancers. Donc là, j'en ai créé deux. J'en ai créé un pour mes serveurs de test, et j'en ai créé un pour mes serveurs de prod. Donc là, il y en a déjà un certain nombre qui sont déployés, vous voyez là. Donc, bon là, vu que j'ai un compte assez peu étendu, je déploie sur plusieurs régions du monde, parce que j'ai droit à 8 CPU seulement par région, donc du coup, je triche en déployant sur plein de régions. Et là, j'ai mes clusters.
Donc là, j'ai mon cluster de prod et j'ai mon cluster de test. Et les pipelines. Donc là, j'ai 3 pipelines qui correspondent aux opérations que je vous ai montrées tout à l'heure là sur les slides. Donc j'ai un premier pipeline qui va faire le bake, qui va déployer sur une instance de test et qui va détruire l'ancienne instance sur laquelle était déployé le test précédent. Ok. Ensuite, une fois que ça c'est réalisé avec succès, là j'ai une validation en test. Là c'est une validation manual judgment que j'ai pris. Et ensuite, j'ai la promotion en production de mon application. Donc là, il va aller récupérer l'image sur le cluster de test et il va déployer en production en utilisant une stratégie que je vais vous montrer. Donc quand on regarde concrètement ce qui se passe, alors là, je vais juste vous dire configuration. Donc la configuration ici, là, je lui ai dit, tu te bases sur un Jenkins que j'ai paramétré donc dans Igor que je vous ai montré tout à l'heure. On dit voilà, le Jenkins il est là, on lui donne les paramétrages de sécurité, et chaque fois qu'un build est effectué là, sur ma DevFest Demo Build, eh bien, on va déclencher le pipeline, l'exécution du pipeline. Donc c'est vraiment le schéma que je vous ai présenté tout à l'heure. On a l'intégration continue qui va déclencher les pipelines dans Spinnaker. Donc là, vous pouvez le voir, mon build, en fait, c'est une appli Spring Boot toute simple, et elle va construire un package Debian qu'on va intégrer dans une image. Donc le pipeline, il est déclenché donc, par Jenkins. Ensuite, on a notre opération de bake, dans laquelle on va construire une image complète. Donc une image au sens Google. Donc on choisit son OS qui est... on va avoir un certain nombre d'OS possibles. Bon, là, on en a mis que 3, mais généralement, il y en a une quinzaine pour faire du GCP. Donc là, j'ai pris la Xenial, et je lui ai décidé mon package s'appelle KPI, et donc je lui donne ce package-là, et il va me construire une image. Là, je ne vais pas vous le montrer en démo, parce que ça prend à peu près 5 minutes, mais je peux vous montrer tout à l'heure, je vais vous montrer les logs de création de cette image. Ensuite, le déploiement. Donc le déploiement, on a choisi de le déployer sur un cluster qui s'appelle DevFest Test. Et là, on a toute l'information qui nous sert à créer cette image, enfin créer le serveur en utilisant tout le paramétrage de Google. Donc là, en l'occurrence, on va prendre le load balancer que je vous ai montré tout à l'heure. On a les security groups, là c'est un security group assez simple où on a juste exposé le port HTTP 8080. On choisit le type d'instance qu'on va créer. Donc là j'ai pris une micro parce que c'est vraiment une micro-application. Le nombre d'instances, donc la capacité, dans le schéma que je vous ai montré tout à l'heure. La zone sur laquelle on veut déployer et les disques, etc. OK. Et donc la dernière étape, donc une fois qu'on a déployé l'instance de test et qu'elle répond au health check et qu'elle est OK, on va détruire l'ancienne instance de test parce qu'on n'en a plus besoin. Donc là c'est... on va déterminer quel serveur groupe on détruit. Donc là, c'est le previous server group, c'est un truc assez simple, c'est les tests. Voilà. Donc, pour l'exécution de ce pipeline, j'en ai fait un certain nombre aujourd'hui. Donc, je vais vous montrer juste le dernier qui a tourné. Donc, c'est relié à un build Jenkins. Là. Vous voyez, 24-25, c'est mes builds précédents. Donc là, le bake, donc chaque fois sur les étapes, on a tout le détail de ce qui s'est passé. Donc le statut, combien de temps ça a duré, etc. Et ici, on va avoir les bakery details. Donc ça, c'est Roscoe qui construit les images. Et quand on clique ici, accéder toujours à travers de Gate, qui est sur le port 8084, on a les traces de la création de cette image. Okay, donc ça prend pas mal de temps, il y a pas mal de trucs qui sont faits. Et là, on a vers la fin, voilà, Setting Up KPI. Donc ça, c'est mon instance qui a été intégrée à ma Xenial 1604. Là. Et donc ça a construit l'image. Okay. Donc là, j'ai une image qui s'appelle comme ça, KPI All, etc. Et cette image, elle va être déployée.
Donc là, pareil, on a les traces ici, et on sait qu'elles sont déployées sur devfesttest v10. Donc là, c'est celle-ci qu'on a ici. Donc là, j'ai une seule instance qui est déployée sur Europe Ouest, qui correspond au build 25 de tout à l'heure. Donc là, si je désactive ça, on va voir que sur devfesttest, j'ai qu'une seule instance, parce qu'en fait, j'ai détruit l'instance précédente. Et en prod, je vais montrer le pipeline de prod. Donc là, le test, la validation de l'instance de test, elle est assez simple, puisque c'est un manual judgment. Donc c'est moi juste qui ai dit ouais, c'est bon, ça marche, faites-moi confiance. Et le dernier pipeline, qui s'appelle le promote to prod, alors lui, qu'est-ce qu'il va faire? Alors lui, sa configuration, il est basé sur le pipeline précédent, donc il attend que validate test soit successful et il se déclenche. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller récupérer l'image sur le cluster de test, sur l'Europe Ouest 1. Il va créer un groupe. Donc le dernier groupe, pardon, il va récupérer l'image sur le dernier groupe créé et il va déployer en production. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est la stratégie de déploiement. Donc là, on a la même interface que tout à l'heure. Là, on est sur une stack prod et on utilise une stratégie red-black, celle dont je vous ai parlé. Et on va garder au maximum 3 instances. Moi, j'ai gardé, généralement on en met 2, là j'en ai mis 3 pour montrer un peu plus, et parce que des fois c'est assez long à créer des instances, c'était pour avoir le temps de vous en montrer un peu plus. Donc voilà, toujours pareil, security group, micro-utility, là c'est la prod, donc j'en ai mis un peu plus, et je mets 2 instances au lieu d'une que j'avais en test. Voilà, donc ça c'est la dernière étape du pipeline. Et quand on regarde mes clusters, je ne sais pas si vous voyez bien, ouais, ça va pas mal, on voit la stratégie de déploiement que j'ai eue, donc red-black. Donc là, le dernier build que j'ai fait, c'était le build 25. Il m'a créé ces 2 serveurs et il a désactivé l'ancien. Donc là, j'ai la possibilité, en un seul clic, de faire un rollback et de revenir sur la version précédente. Et j'ai aussi, ici, tout le détail de mon serveur groupe, avec comment elle a été lancée, quelle est l'image qui a été construite, qui a été utilisée pour créer cette instance, et tous les détails. Et là aussi, comme tout à l'heure, j'ai également des liens qui me permettent d'aller faire des actions sur les serveurs. Et quand je clique sur l'instance du serveur, je peux également aller me connecter en SSH dessus, ce qui est pas mal pour débugger. Normalement, on ne devrait pas avoir à faire ça, mais ça peut arriver qu'on ait des soucis qui ne soient pas résolvables autrement. Donc là, pour faire un test, on va pas attendre 3 minutes que ça se déclenche. Donc je ne vais pas faire un nouvel artefact, je vais juste lancer une exécution à partir de mon build précédent, sans faire de force rebake, parce que sinon on va prendre les 3 minutes. Donc là, on peut filtrer ici à gauche pour savoir ce qu'il est en train de se passer. Donc là, l'étape de bake, comme je viens de le dire, vu qu'il a détecté qu'il n'y avait finalement pas de nouvel artefact, il n'y a pas de nouvelle version, eh bien, il n'a pas besoin d'en construire une nouvelle. Donc il est directement passé au deploy. Donc là, deploy, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer une nouvelle instance du cluster. Normalement. Mais parfois, il est un peu lent. Là, en l'occurrence, il attend. Donc, ce qu'on peut faire, c'est aller voir. Généralement, ça, c'est quand on ne sait pas trop ce qui se passe. Des fois, on vérifie sur la console pour savoir est-ce qu'il a bien pris en compte mon changement. Et donc, on peut regarder ça. Mais là, normalement, il devrait avancer. Voilà, il est passé sur le force cache refresh. Voilà. Donc là, il est en train de me construire ma nouvelle instance à partir de rien. Et vraiment, il crée la nouvelle instance sur mon fournisseur de cloud. Donc là, si je regarde, j'en ai une de plus qu'avant. Voilà. Donc elle est
ici, ouais, c'est celle qui vient de se créer, avec son IP et tout. Bon, là vous allez me dire, il a fait un truc qui marche pas, parce que c'est rouge. Donc ça, c'est pas l'effet démo, parce qu'en fait, je m'y attendais. Et c'était pour vous montrer en fait qu'on pouvait se connecter à un SSH directement. Et là, je vais démarrer mon service. Et là, mon load balancer va me dire que ça marche. Bon, en fait, j'ai un bug dans mon truc, il démarre trop tôt le service. Et donc là, il va démarrer. Et bientôt, il va être vert. Vous y croyez, bien sûr. Donc là, on a le load balancer de test. Bon, il va passer au vert, hein. Faites-moi confiance. Donc on va faire la suite. On n'attend pas qu'il passe au vert. On lance le pipeline de test. Là, c'est un pipeline très simple, manual judgment. Et là, ça peut arriver en production aussi, c'est vérifier tel indicateur, etc. On va essayer au maximum d'automatiser, mais ils offrent la possibilité d'avoir des étapes manuelles. Donc là, on va dire que ça marche, même si ça ne marche pas dans la réalité. Donc là, on va valider et on va passer au pipeline suivant. Maintenant, il est vert en fait. Il fallait juste attendre un peu. Et donc, vous le voyez là tout à l'heure, il y avait le V010, et là, il a été détruit par la fin du pipeline. Donc là, il y avait temporairement 2 instances. Une fois que la première instance est up, il détruit la précédente. Donc on va faire la même chose sur la production. Ouais. Ouais, on va dire que ça marche. Il y a quelques bugs d'UI des fois qui sont assez subtils. Là par exemple, ma combo n'était pas populée parce que j'avais un filtre à gauche. C'était pas évident à comprendre, mais bon. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller récupérer l'image sur le cluster de test et il va créer les nouvelles instances. Donc là, il va déployer sur ce nouveau groupe. Donc là, il va créer le V04 et il va détruire, voilà, là il vient de créer le V04 et il va détruire le V001 parce que je lui ai dit d'en garder 3 au maximum. Bon, on me signale d'accélérer la démo, mais là c'est Google qui travaille, donc nous on peut croiser nos bras et être tranquille. Voilà, donc il m'a créé mes 2 machines, et là comme tout à l'heure, vu le bug que j'ai sur mon application, elles vont être rouges. Donc là, elles sont bleues le temps que le load balancer, il y a un certain nombre d'échecs qui sont possibles. Et au bout d'un moment, au bout de X échecs, il dit bah, cette instance-là, elle est down. Voilà, donc je vais revenir sur ma présentation. Voilà. Comme ça, on aura du temps pour les questions. J'avais préparé une démo statique, au cas où ça ne marche pas. Donc là, c'est un workflow un peu plus compliqué où, en parallèle, on voit des vérifications, donc verify bake, des tests d'intégration, des tests unitaires qui peuvent être exécutés en parallèle. Ensuite, un déploiement en Canary, le manual judgment dont je vous ai parlé, déploiement en production. On attend 4 heures, c'est généralement ce qu'on fait quand on fait du Canary. Qui connaît ce que c'est du Canary? Ouais, qui l'utilise? Une personne, pas mal. Donc Canary, c'est plutôt que d'avoir une stratégie dont je vous ai parlé tout à l'heure, où on met tout en production et on désactive juste l'ancien, là on va mettre un certain pourcentage de la nouvelle application en production, et c'est à partir de ça qu'on va juger que la nouvelle version est bonne ou pas. Et donc on va attendre un certain temps. Et ça, c'est une vue du nombre d'instances qu'ils ont chez Amazon sur leur API.
Donc ça leur permet de gérer vraiment beaucoup d'instances. Là, ils en ont une centaine. Quels sont les challenges avec un Spinnaker, surtout quand on part en vrille comme ils sont partis là. Là aujourd'hui, la documentation est pas top. Vous allez un peu avoir du mal. Donc nous, on a mis pas mal de temps à mettre tout ça en place. Là, ce que je viens de vous montrer, le Spinnaker, il tourne sur GCP. Donc ça, c'est un avantage qu'on a eu, mais chez nous, on l'a installé chez nous et ça a pris pas mal de temps. C'est assez complexe. Ça ne va pas être adapté aux petites structures. C'est-à-dire si vous avez une application, 2-3 applications, bon, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à faire ça? On va pouvoir faire des scripts manuels qui vont peut-être nous aider et être suffisants. Donc, il y a des bugs d'UI, on vient d'en voir un. Donc c'est on the edge. Des fois, ça ne marche pas. On ne sait pas trop pourquoi. C'est du Angular. On appuie sur F12, on regarde toute la trame réseau et on voit qui c'est qui a planté. Donc la solution hostée, je viens d'en parler, j'utilise GCP, c'est en bêta, ça marche à peu près. Leur CodeLab, par exemple, qui était sur le site, il était complètement pété, les mecs ils l'ont réparé hier. Et Slack est votre ami, donc il y a un Slack Spinnaker.io, vous pouvez poser vos questions comme moi. Moi je ne suis pas un expert Angular, donc quand ça crache comme ça, ben moi je pose aux spécialistes, je pose la question aux spécialistes. Nous on a aussi des attentes en interne. Donc l'authentification, aujourd'hui il n'y a pas d'authentification, c'est en cours d'implémentation, c'est un nouveau module qui est dedans qui s'appelle Fiat, qui va être connecté avec tous les autres, tous les microservices. Ça ne gère pas l'Active Directory aujourd'hui, nous on est sous AD, donc il faudrait développer ça. On n'a pas de Cloud Driver pour Mesos, donc ça c'est un manque. Du coup on se pose la question de passer sur Kubernetes pour éviter ça, ou alors développer notre Cloud Driver pour Mesos. On essaie d'avoir une configuration plus simple avec Docker Compose. Bon, là, vous pouvez aller sur mon GitHub, on a refait tous les Docker et on a fait un Docker Compose qui tourne, parce qu'il était en V1, il ne tournait pas bien. Là, en V2, il fonctionne, il peut tourner sur votre poste. Voilà, donc ça, c'est la seule fois où on a été en tête. Ça, c'est notre bateau à l'Obélix Trophy à Bénodet en 2006. On était en tête, donc j'ai gardé la photo précieusement. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Il nous reste 3 minutes. Dans le micro. On n'a pas abordé la question base de données qui souvent vient avec un déploiement. Est-ce qu'il y a une notion de changement de schéma et comment ça se passe au rollback? Généralement, quand on est dans une approche microservice, on va essayer d'avoir des changements qui sont faits, alors soit au préalable. Nous, c'est ce qu'on essaie de faire, en tout cas, c'est la stratégie qu'il y a dans ma société. On va toujours ajouter des colonnes, on va jamais en enlever, principalement. On va enlever des étapes de temps en temps, mais généralement, c'est un truc en plusieurs étapes. C'est-à-dire tu vas d'abord faire ton changement. Alors il y a aussi des trucs qui peuvent être intégrés dans le code, comme Liquibase, qui va automatiquement upgrader ta base en fonction de ton applicatif, et faire également les rollbacks. Donc ça va être généralement dans ta phase de déploiement. C'est lui qui va détecter qu'il y a un changement, que la base de données ne correspond pas au code, et va appliquer le change set qui est dans ton Liquibase. Voilà, ça c'est pour des trucs assez simples. Mais dans des trucs plus industriels, on va généralement créer tous les changements de base de données avant. Donc là, on pourra intégrer un livrable qui va effectuer On peut aussi, oui, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais on peut aussi déclencher des traitements de Jenkins à partir de Spinnaker. Parce que là, le module que j'ai dit qui était mort, là, qui était Rush, lui, c'était un outil de scripting. Et je crois qu'ils l'ont enlevé parce que justement, ils ont fait le paramétrage où on peut appeler des scripts Jenkins. Donc avec ton Jenkins, tu peux déclencher tes changements de base de données et ensuite repartir sur le pipeline normal. Donc tu peux imaginer ce type de pipeline mixte où tu es déclenché par un trigger Jenkins, tu fais un certain nombre d'opérations, après tu déclenches un traitement de Jenkins pour aller changer ta base de données, après tu reviens sur le pipeline normal complet, si tu veux. Je te sens sceptique. Ouais, ça a l'air complexe. Bah, c'est fait pour gérer des problématiques complexes. Je l'ai dit. Hein, enfin, sur les cas simples, là, le truc que je vous ai montré, c'est tout simple. Hein. Mon appli, je ne vous ai même pas montré ce qu'elle faisait, mais
Vous y avez cru, j'espère. Bon, je vais vous montrer parce que j'ai quand même préparé. C'est une petite appli Spring Boot développée en Kotlin et qui dit, voilà, qui dit plus rien parce que ça marche plus, mais qui disait où am I, where am I, voilà, pour savoir où on était. I am KPI service. Voilà, c'est tout simple, hein. La complexité est nulle part à cet endroit-là. C'est juste mettre en place Miniker qui prend un peu de temps. C'est des microservices, donc déjà, il faut comprendre comment ça fonctionne et il faut les déployer. Le Docker Compose, on a un peu sué pour le faire fonctionner, mais bon, là, maintenant, on a fait le boulot pour vous, ça marche. On va proposer les changements, enfin, on va faire des PR pour qu'elles soient réintégrées. Ils n'étaient pas hyper forts en Docker aussi, donc ils avaient des images un peu pourries qui faisaient 1 giga, donc on les a un peu réduits, parce qu'il y avait le build à l'intérieur, donc ils chargeaient Gradle et ils compilaient tout, et ça partait à 1 giga d'images, donc c'est sympa. J'ai eu pas mal de problèmes, j'avais plus de place sur ma machine, donc j'ai nettoyé un peu les images sauvagement. Voilà, peut-être d'autres questions? Il nous reste 0, hein, donc posez une question rapidement. Oui, est-ce qu'il permet, en fait, on a vu que ça crée des instances. Attendez, parce qu'on vous entend pas. Oui, bonjour. On a vu que ça crée des instances. Est-ce que ça permet de modifier un service, un serveur groupe, de complètement modifier un serveur groupe pour en créer un nouveau? Créer un serveur groupe? Donc créer un achat proxy, créer une nouvelle zone en fait. Non, il faut la préparer en amont. Il faut préparer en amont, il faut préparer l'architecture. Créer le load balancer avant. Et ensuite, par contre, on peut fixer de l'autoscale. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais par exemple, ici, on peut faire une new scaling policy, par exemple, où on va dire, bon, ben, généralement, on met un maximum, sinon on reçoit la facture à la fin du mois et ça coûte cher, si on a fait une boulette. On va dire, voilà, par exemple, tu ne dois pas dépasser 80% de CPU ou 50% de CPU, et il va scaler des instances, lui, automatiquement, pour le coup. Voilà, ou des paramétrages de load balancing. Il y a vraiment énormément de solutions de paramétrage à l'intérieur, c'est vraiment très puissant. Donc c'est à partir du moment où on commence à maîtriser l'outil, on voit toute sa puissance. Et on a vraiment toutes les informations pour débugger son application et tout le lien avec les cloud providers. Donc ça, c'est vraiment appréciable. Voilà, sachant que nous, notre problématique, c'est qu'on déploie chez nous et on veut aussi déployer sur le cloud Azure. Je pense que c'est bon, n'est-ce pas? Merci beaucoup.